BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On accueille ce matin Benoît Lombard pour le groupe La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous patrimonial pour s'intéresser ce matin au placement ou un des placements préférés des Français, l'assurance vie. Et on commence peut-être par quelques chiffres, histoire de rappeler le poids de cette assurance vie. Le placement préféré des Français. Le taux d'épargne français, on en parlait à l'instant, 18% quand même en 2021, mais dans le stock d'épargne des Français, dans les 5700 milliards qui appartiennent aux ménages français, eh bien, plus de 32% sont captés dans l'assurance vie, plus de 1800 milliards d'euros. C'est le placement fétiche. Sur quel principe il repose ce placement fétiche ? C'est un placement qui est singulier dans la construction juridique de l'univers des véhicules d'investissement. Je m'explique. Il repose sur un principe juridique qui est la stipulation pour autrui. En réalité, vous confiez votre argent à l'assureur, c'est une créance que vous avez sur l'assureur, d'où la raison pour laquelle la solvabilité des compagnies d'assurance, les ratios de solvabilité, les notations est importante. Vous lui confiez votre argent à charge pour lui, eh bien vous le restituez à votre demande en cas de rachat ou de le verser à un bénéficiaire désigné en cas de décès, d'où la raison pour laquelle il y a cette exonération partielle ou taxation partielle au titre des droits de succession. Le contrat est sui generis puisqu'il y a une exonération que vous connaissez, 152 500 avant 70 ans par bénéficiaire, etc. N'empêche que ce principe, ce contrat d'assurance vie, c'est un vieux produit d'épargne, mais qui, depuis qu'il existe, a plusieurs fois évolué pour s'adapter aussi au monde dans lequel il est, a connu une dernière et sérieuse évolution avec la loi Pacte. Ben oui, la détention d'un contrat d'assurance vie, c'est en moyenne 11 ans. Donc, et effectivement, comme vous avez un droit de créance sur une compagnie, vous ne pouvez pas céder ce droit de créance à notre compagnie. Et donc, cette transférabilité, cette portabilité, maintes fois invoquée, mise en place avec l'amendement Fourgousse en 2005, réactivée, si je puis dire, avec la loi Pacte en 2019, où on avait donné la faculté, au sein de la même compagnie, eh bien de pouvoir transférer le contrat, porter le contrat, vieux contrat que vous aviez, vers un nouveau contrat au sein de la même compagnie, à supposer que l'assureur l'accepte, parce qu'il faut encore qu'il n'y s'y oppose pas, et à supposer que vous ayez effectivement en nouveau véhicule assurantiel un contrat un peu mieux, un contrat par exemple qui détiendrait des unités de compte. Oui, parce que Fourgousse, c'était quand il y avait, quand sont nés les multi-supports. Exactement. Et où on voulait que ceux qui avaient les contrats ancestraux qui étaient mono-supports puissent aussi bénéficier du multi-support. Et là, on a voulu juste offrir sur des multi-supports des facultés de pouvoir. Je rappelle juste là un point important aussi, 75% de l'assurance vie est logé dans des fonds euros, 25% en unité de compte. Ça veut donc dire que les fonds euros, une construction singulière, spécifique, qui fait que la portabilité totale pourrait poser des difficultés. Alors justement, portabilité, puisque c'est le nerf de la guerre, elle avait été partielle avec cette loi Pacte, et aujourd'hui on en reparle, parce que le combat ultime, c'est la portabilité totale. Et aujourd'hui, ce 31 janvier, il y a plein d'événements dans la rue, mais il y a aussi au Sénat, on va discuter une proposition de loi de 2 sénateurs républicains, dont Albéric de Montgolfier, qui vise à renforcer la sécurité des épargnants. Et dans cet renforcement de sécurité des épargnants, il veut lui donner la faculté d'être moins captif de son ancienne compagnie, en remettant au goût du jour cette portabilité totale de la créance que vous avez. Mais ça suppose, et ça c'est en débat, je peux penser que l'ensemble des assureurs sont contre, j'y suis partiellement opposé dès l'instant où on n'est pas en unité de compte, mais on est sur des fonds garantis. Car la singularité du fonds garanti est de construire un modèle qui distribue au fil du temps et ne prend pas en considération l'évaluation valeur de marché des actifs qui sous-tendent. On a à peu près 80% d'obligations. On a vu que l'année dernière, on a eu le plus fort crack obligataire de l'histoire de l'économie. Moins 19 sur les obligations d'État. On était à 0%, on est passé à 2, on est à 2,70 aujourd'hui. Mais les assureurs, ils détiennent ces obligations. Et quand ils ont constitué leur stock de vieilles obligations, il y a 5, 6, 7, 8, 9 ans, des taux faibles. L'année dernière, il y a un an, à 0. À un moment donné, si jamais on doit transférer cette provision, si on doit transférer cette provision, je termine juste, qu'est-ce qui va se passer ?
eh ben, il va falloir qu'ils vendent. Et là, il va être pas en coût historique, en mark to model, mais en mark to market. Et donc là, on va matérialiser une perte. Donc s'il y a cette transférabilité totale, on va déstabiliser le système d'une part. Et d'autre part, l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire s'il y a cette transférabilité? Il va juste dire une chose, je vais prendre moins de risques, je vais engager des capitaux sur de durée moins longue, car j'ai un risque à un moment donné de devoir céder l'actif qui sous-tend. Donc vous mettez aussi en parallèle ou en risque la portabilité et la hausse de taux actuelle. Je dis qu'avec la hausse des taux actuels et le vieux stock d'obligations détenues par les assureurs, les matelas de sécurité qui existent dans le code des assurances sur la construction de fonds euros, les participations pour bénéfices, les provisions pour participation pour bénéfices, les plus-values latentes, les réserves de capitalisation ne suffiront pas à supposer que les assurés veuillent évidemment changer d'assureur. Je dis qu'il y a un risque et que cette bonne idée de rendre moins captif l'épargne entre les mains d'une compagnie d'assurance va se retourner contre les épargnants eux-mêmes si jamais on pousse cette idée que je trouve et que je trouvais déjà en 2019 farfelue, abracadabrantesque. D'autant qu'il y a un autre risque. Fiscal, celui-là. Mais oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques tireurs en embuscade les tireurs en embuscade, qui disent si jamais l'assurance vie perd si jamais certaines de ses spécificités, il n'y a pas de raison qu'elle garde ses spécificités fiscales. La création de la flat tax fait que quel que soit le véhicule d'investissement, vous avez 30% d'impôt. Assurance vie comprise. 18 d'hier, 17,2 de prélèvements sociaux. Assurance vie comprise. Alors on a la même fiscalité. On va pouvoir transférer ces actifs comme des titres qu'on détiendrait au sein d'un compte titre ordinaire, si je puis dire. Et on a toujours le régime dérogatoire de l'assurance vie que j'évoquais initialement. Je pense à un moment donné que si jamais on a un véhicule qui est comme les autres véhicules d'investissement, eh bien, on va appliquer l'intégralité des principes qui régissent l'ensemble des investissements financiers. En clair, pour que tout le monde ait bien compris, donc cette idée-là exit les droits de mutation. Qu'est-ce qui justifie? Et puis, je rappelle, la singularité de la construction du contrat, c'est la stipulation pour autrui. C'est une créance, c'est une singularité du droit français qui va à l'encontre du principe de base, qui fait que quand on a deux personnes, eh bien, ces deux personnes sont liées, et pas une troisième. Là, une troisième personne, c'est le bénéficiaire. Attention, je pense que cette idée-là porte en elle les germes de modifications qui, in fine, nuiront aux 18 millions d'assurés qui détiennent des contrats d'assurance vie, mais pire encore, aux 38 millions de bénéficiaires. Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Merci Benoît. On vous retrouve vers midi et quart avec Julie Cohen-Hurton sur tous les supports digitaux de BFM Patrimoine.